D'abord remercier tous ceux qui sont venus nombreux cet après-midi, malgré la difficulté de l'horaire. Je voudrais aussi surtout remercier Alain et Éric Boquet d'avoir répondu à l'invitation des communistes bretons et en particulier donc au nom des communistes quimpérois et de la Fédération du Parti communiste. Je suis très heureuse et fière de recevoir aujourd'hui ces deux parlementaires communistes. On parle beaucoup d'exemplarité, on critique beaucoup les élus. Je pense que nous avons deux élus communistes qui sont parfaitement exemplaires, effectivement, du rôle que peuvent jouer des élus au service du peuple. Le travail important qu'ils font l'un et l'autre, et leurs collègues aussi, à l'Assemblée nationale et au Sénat, est vraiment très emblématique. Et ce n'est pas effectivement des coups comme ça qui durent un instant, c'est un travail dans la durée. C'est le cas en particulier pour l'évasion fiscale, parce que ces temps-ci, à l'approche des élections présidentielles, on entend beaucoup parler de paradis fiscaux. Des candidats se réveillent avec une vocation tout d'un coup de pourfendeur du capital, mais ça fait des années que Alain et Éric sont engagés dans ce travail, et pas du tout du haut d'une tour d'ivoire, avec la certitude d'avoir la science infuse, mais c'est un travail qu'ils ont mené en collaboration avec un grand nombre d'associations, de syndicats, en échangeant avec tous ceux qui s'investissent dans ce domaine. Et je dois dire que nous en avons eu d'ailleurs la preuve dans la préparation de cette réunion, avec l'écho auprès de beaucoup de responsables associatifs qui sont effectivement très conscients du travail qui est fait par Alain et Éric sur ces questions, et qui ont beaucoup de respect effectivement pour leur bataille. Et je pense que c'est important dans cette période de voir qu'il y a des élus utiles qui peuvent effectivement être plus nombreux, il faut l'espérer, après les prochaines échéances, utiles pas à leur parti, utiles au peuple, utiles effectivement aux gens en difficulté. Ce sont deux élus d'ailleurs, vous le savez, d'une région où les difficultés de vie sont très fortes. Les Hauts-de-France aujourd'hui, et précisément le Nord-Pas-de-Calais, qui était leur région d'avant, et où effectivement le mal-vivre et les souffrances des populations sont très fortes. Donc c'est très important d'avoir des députés, des sénateurs et des députés, puisque ça va être effectivement l'échéance des élections législatives, qui se battent pour la population, qui portent des idées très fortes effectivement au Parlement. Il y a la question de l'évasion fiscale, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais ils sont aussi très investis dans des grands combats. Il y a le combat, par exemple, contre les traités transatlantiques. Il y a quelques mois, et tout le monde le sait, le combat contre la loi El Khomri, dans lequel les députés, les parlementaires, les sénateurs communistes et du Front de gauche ont été effectivement en pointe. Donc je ne vais pas parler longtemps, puisqu'il y a peu de temps, mais je voulais dire pourquoi ma satisfaction est grande de les voir ici parmi nous aujourd'hui, et grande ma satisfaction de voir que vous êtes venus nombreux les écouter. Alors, je ne vais pas vous présenter Alain et Éric. Depuis quelques jours, ils font un peu le buzz dans la presse locale. À côté, il y a Ismaël Dupont, donc, qui est le secrétaire départemental du Parti communiste, à qui donc, je vais passer la parole. Bonjour à tous, merci d'être nombreux aujourd'hui. Une heure pourtant pas particulièrement commode, en particulier pour les salariés. Hier soir à Ploufragan, vous avez eu 120 personnes. C'est la 60e réunion publique que vous organisez dans ce cadre du Tour de France contre l'évasion fiscale.
Et on voit bien qu'à chaque fois, vous rencontrez salle comble, ce qui montre combien ce sujet est au cœur de l'actualité, au cœur des préoccupations des citoyens, qui se rendent bien compte qu'il n'y a jamais eu autant de production de richesses dans le monde et dans notre pays, et que les inégalités s'accroissent à travers ces phénomènes. Donc je vais tout de suite vous passer la parole, et en vous remerciant d'avoir fait honneur à Quimper, au Finistère et à la Bretagne, d'être présent parmi nous. Merci. Bien, merci à tous de l'invitation. Merci effectivement de votre présence à cette heure improbable, la mercredi après-midi à 15h, mais on se dit avec Alain qu'on a un peu testé toutes les heures, et à toutes les heures il y a du monde. On a fait dimanche matin 10h, on a fait le samedi matin 9h dans le Gers. Voilà, à chaque fois ça répond parce que le sujet effectivement intéresse. Alors ce livre c'est l'aboutissement de 4 années de travail, ça a été rappelé, des commissions d'enquête au Sénat, à l'Assemblée nationale, et puis le livre proprement dit, c'est 18 mois, la tâche à laquelle on s'est attelé, Alain et moi, et un journaliste qui nous a aidés, Pierre Gommeton, dont on parlera tout à l'heure, pour produire ce document. Alors, comment cette affaire a-t-elle commencé? Ça a commencé il y a 5 ans maintenant, puisque en 2012, notre groupe au Sénat proposait la création d'une commission d'enquête sur ce sujet de l'évasion fiscale internationale. Il y avait un objectif double à l'époque dans notre esprit. Tout d'abord, c'était de tordre le cou à l'idée selon laquelle il n'y aurait plus d'argent pour financer le fonctionnement de la société. Je crois que de ce point de vue-là, on n'a pas été déçus. Et deuxième idée, c'était de remettre en place un peu les vrais fraudeurs, parce que régulièrement, dans les médias, certains médias, on jette en pâture à l'opinion ces fraudeurs au RSA, aux allocations. Ça existe, 200 millions, ça coûte 200 millions par an, voilà. Mais quand on a 487 € par mois pour ne pas crever de faim, bon, voilà. Hein. Chacun essaie de survivre, c'est pas bien, on ne peut pas approuver. Mais ça, c'est une petite partie qu'on jette à l'opinion pour diviser les pauvres entre eux, pour faire court. Et donc, une commission d'enquête se met en place en 2012, 21 sénateurs de toutes les sensibilités, à proportion de ce que chacun représente dans l'hémicycle. Comme c'est notre groupe qui a proposé la création de cette commission d'enquête, c'est ce qui m'a amené à en devenir le rapporteur. Moi, j'étais sénateur depuis 3 mois, j'ignorais tout de ce qu'était une commission d'enquête. Le rapporteur, voilà, j'ai appris en marchant. Et plus on avançait, plus l'indignation grandissait, et l'indignation, à l'heure où je vous parle, est intacte. Alors, donc 2 fois 6 mois de travail, donc essentiellement ce sont des auditions au Sénat, quelques-unes à l'étranger, on a fait quelques déplacements. Alors, je vous rassure tout de suite, nous avons été très soucieux des deniers de la République, on n'est pas allé aux Bermudes, aux Bahamas, aux Caïmans, malheureusement. On est allé en Belgique, on est allé en Suisse, à Jersey, à Londres, beaucoup plus proche, mais il y a tout ce qu'il faut là-bas pour comprendre comment ça marche, ce système, parce qu'il s'agit bien d'un système, c'est pas un dysfonctionnement, c'est pas quelques brebis égarées, non, c'est au cœur du système de l'économie financiarisée, dérégulée, libéralisée depuis quelques décennies maintenant. Alors, donc 130 personnes auditionnées, 80 heures d'audition, quelques déplacements. Alors, une commission d'enquête, c'est quand même un outil extrêmement efficace, parce que les personnes que nous souhaitons entendre, les services de Bercy, les présidents, les PDG des banques, les ONG, les journalistes, enfin, tous ceux qui ont intérêt et expertise sur le sujet, à un titre ou à un autre, sont convoqués, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas invités à se présenter, ils sont convoqués devant la commission d'enquête sénatoriale et sont tenus de se présenter, sauf cas de force majeure, bien sûr. Et deuxième élément qui donne du sérieux à l'affaire, c'est que les personnes que nous auditionnons doivent prêter serment en levant la main droite et en disant « je jure » de dire la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité, comme on le ferait au tribunal. Évidemment, s'il y a des convictions de parjure dans les années qui suivent, la personne pourrait être poursuivie, si tant est que le Sénat le déciderait, bien sûr. Je fais référence ici au cas de M. Oudéa, PDG de la Société Générale, dont le nom fut cité, enfin sa banque, dans les révélations d'il y a 1 an, dans les Panama Papers, et qui, la main sur le cœur, nous dit « non, nous, on ne pratique pas l'évasion fiscale, c'est contraire à nos principes, c'est contraire à notre éthique. » Voilà, il a dit ça devant la commission d'enquête. Tout a été explosé par les révélations fracassantes, mais il n'y a pas eu de poursuite, comme vous le savez. Voilà, donc c'est quand même un outil extrêmement fort, puissant, qui engage les personnes qui parlent. Alors, on a fait essentiellement 3 constats au terme de ces travaux. Le premier constat, c'est les chiffres.
Je ne vais pas vous assommer le chiffre parce qu'il y en a dans le bouquin, on en a limité, mais il faut quand même avoir conscience de ce que ça représente en chiffres, parce que tout le monde connaît l'expression évasion fiscale, paradis fiscaux, mais sans bien mesurer toujours ce que ça veut dire en chiffres et quel impact ça a sur nos sociétés. Premier chiffre que je peux vous donner, en France, sur le budget de la République, chaque année, nous perdons, je dis nous parce que la République c'est nous, entre 60 et 80 milliards d'euros au titre de l'évasion, de l'optimisation fiscale, toutes les stratégies d'évitement de l'impôt. 60-80 milliards, il faut ramener ça au budget de la France, qui est de 300 milliards en recettes et 370 en dépenses. Donc on n'est pas comptable, mais tout de suite on comprend qu'il y a un déficit. Le déficit constaté l'an dernier en France, c'est 70 milliards d'euros. Donc on est exactement dans la fourchette des pertes occasionnées par l'évasion fiscale. Donc on n'est pas dans un excès de dépenses, on est dans un déficit de recettes qu'on ne va pas chercher. Évidemment, si on va chercher ces recettes, on change tout. On change la logique, on change le logiciel, et on regarde devant, on regarde l'avenir. Mais là, on nous assomme depuis des décennies avec la dette, réduction de la dépense publique, on est au bord du cataclysme, etc., etc., etc. Et certains finissent par y croire. Donc c'est un mensonge. Pour l'Europe, l'Union européenne, c'est 1000 milliards d'euros chaque année qui manquent au budget des 28 États membres de l'Union. C'est 4 fois le budget annuel de l'Union européenne. 4 fois. Et ça veut dire aussi que la France n'est pas le seul pays touché par ce phénomène, parce que parfois on entend les libéraux. Alors personne ne va justifier l'évasion fiscale, mais certains essaient de trouver les circonstances atténuantes. Quand même en France, on a une fiscalité délirante, on paye trop d'impôts, matraquage fiscal, vous entendez ce discours, cette petite musique récurrente, qui pourrait justifier, au moins expliquer que certains gros patrimoines essaient de s'affranchir de l'impôt. Non, c'est faux, puisque toute l'Union européenne, sans exception, est touchée par ce phénomène. Troisième chiffre, et j'arrêterai là parce que pour l'instant le libéralisme n'a pas encore occupé la Lune ni Mars, ça se passe sur la Terre, et à l'échelle du monde, c'est 8% de la richesse mondiale qui est gérée dans les paradis fiscaux. Alors 8%, ça ne paraît pas beaucoup, mais la richesse du monde, chaque année, toute l'humanité produit 75 000 milliards de dollars de richesse. Le PIB du monde, c'est 75 000 milliards. La France, c'est 2000 et quelques 2000 milliards d'euros. Voilà pour l'échelle. Donc 8%, ça fait 5800 milliards qui sont gérés dans les paradis fiscaux dans le monde. Une cinquantaine de territoires dont je reparlerai tout à l'heure. Ça, c'est le premier constat. Les chiffres, assez évidemment astronomiques. Deuxième constat, c'est qu'évidemment, on ne peut pas s'évader sans un peu d'aide. On peut très bien prendre un bateau à Thonon, traverser le lac Léman et aller à Genève pour déposer sa petite valise avec 30 000 euros en espèces dedans. Oui, ça peut se faire, mais ça, c'est la partie, c'est rien, quoi. C'est peanuts, comme on dit en anglais. Les gros systèmes, c'est les grands groupes. Donc il faut de l'aide, il faut du conseil, de l'ingénierie. Et il y a de l'ingénierie dans le monde. Il y a 4 grands cabinets d'audit et de conseil, dont c'est pas seulement le métier, mais l'une des fonctions. On les connaît, c'est Ernst & Young, KPMG, PwC et Deloitte Touche Tohmatsu, on les appelle Big Four en anglais, les 4 grands, et ceux-là peuvent vous aider effectivement à optimiser votre impôt, parce que c'est le mot joli et poli pour expliquer qu'on s'échappe, l'optimisation fiscale, comme on optimise sa consommation d'énergie, de carburant ou d'eau. Voilà, donc c'est un métier, c'est de l'ingénierie, c'est de l'intelligence, les avocats fiscalistes, les professions du chiffre, les banques bien sûr. Oxfam a publié la semaine dernière ce rapport que certains connaissent sans doute sur la richesse produite par les banques dans les paradis fiscaux. Je disais tout à l'heure, c'est comme si un boulanger vendait un petit pain 1 euro et qu'il faisait 4 euros de bénéfices. Ben, les banques sont capables de faire ça. Plus de bénéfices que de chiffre d'affaires. C'est génial, ça c'est la magie des paradis fiscaux. Voilà, donc on transfère la richesse évidemment dans ces territoires-là. Donc c'est un métier, et si on mettait au bénéfice de l'humanité cette intelligence et la puissance financière et les 80 milliards et les 1000 milliards et les 5800 milliards, on changerait la face du monde, bien sûr. Troisième constat qu'on a fait, et celui-là, il est pour une partie de l'explication de la crise politique, cette défiance qui s'est installée dans l'opinion vis-à-vis du politique en général, et ça c'est grave, c'est qu'il y a une très grande proximité, complicité, connivence entre le monde de la finance et certains politiques de haut niveau. Oui, malheureusement. C'est très peu en pourcentage, mais ça fait un mal considérable. On a tous en tête l'exemple de M. Cahuzac, ministre du Budget, ministre de la République française, en charge notamment de la lutte contre l'évasion fiscale, et puis chacun sait ce qu'il est devenu de M. Cahuzac. On peut citer M. Juncker, Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg il y a quelques années,
qui à l'époque a fait des cadeaux fiscaux à des grands groupes comme Ikea, comme Google, Starbucks, Amazon, etc. Venez chez moi, vous ne paierez pas beaucoup d'impôts. Autrement dit, M. Juncker a piqué des milliards d'euros à ses partenaires européens. Le Luxembourg, pays fondateur avec le Benelux de l'Union européenne, dont on fête les 60 ans cette année. M. Juncker a fait ça. Il a piqué des milliards à ses partenaires européens, et du coup, pour le sanctionner, on l'a nommé président de la Commission européenne, afin de veiller au bonheur des peuples européens. Quel message on envoie? Évidemment, la main sur le cœur, M. Juncker dit aujourd'hui combattre l'évasion fiscale et l'optimisation. Voilà, on se fiche de nous. Donc ça, c'est un constat qui a été fait aussi, malheureusement, au terme de ces travaux. Ceux qui disent que la finance n'a pas de nom et n'a pas de visage, moi je vous assure qu'elle en a, et on les connaît. Voilà. Deuxième élément que je peux donner, paradis fiscal, qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal? Parce qu'aucun pays ne revendique ce statut, bien sûr. Alain et moi sommes allés à des moments différents en Suisse, moi je suis allé à Jersey, et dès qu'on employait l'expression paradis fiscal, ça hérissait le poil des interlocuteurs, et ils nous reprenaient courtoisement, ils disaient, écoutez, monsieur le rapporteur, nous ne sommes pas un paradis fiscal, à Jersey, ils nous disent ça, nous sommes de places financières offshore internationales. Ah, c'est pas la même chose, évidemment. C'est pas la même chose. Alors, un paradis fiscal, il y a 5 critères qu'on pourrait mettre en avant. Il faudrait commencer par là, d'ailleurs. Si la lutte contre l'évasion fiscale n'avance pas, ou très peu, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas une définition commune dans le monde d'un paradis fiscal. Il n'y a pas une liste unique des paradis fiscaux dans le monde. Sur les listes françaises, il y a 9 territoires. Sur les listes de l'Union européenne, il y en a 30. Donc, même l'Union européenne est plus sévère que nous. D'accord? Sur la liste de Gafi, il y en a 40, 50. Bref. Donc tout ça, c'est autant de failles dans le système, quoi. C'est autant de trous dans le bouclier. Donc déjà, il faudrait se mettre d'accord sur une liste et les critères. Les critères, il y en a quelques-uns, c'est pas compliqué. Évidemment, c'est la fiscalité qui est faible, voire nulle. L'impôt société en Irlande, c'est 12,5%. Si Google implante sa branche européenne à Dublin, c'est pas parce qu'ils aiment bien la Guinness, c'est parce qu'il y a une fiscalité intéressante en Irlande, 12,5%. Si Apple, vous connaissez Apple comme moi, comme tout le monde, Apple qui pèse 230 milliards de dollars, ce groupe pèse ça, et qui pèse plus que le PIB d'un pays comme le Portugal. C'est pour situer l'échelle du rapport des forces dans le monde aujourd'hui. Et qui est-ce qui fait la loi? C'est plus beaucoup les pays, c'est plus les États. C'est ces gens-là. Et Apple en Irlande, vous avez entendu parler de ça au mois d'août l'an dernier, quand la Commission européenne, la commissaire Margrethe Vestager, a dit à Apple, vous devez 13 milliards d'euros à la République d'Irlande, il faut que vous payiez ces impôts à la République d'Irlande. Ce à quoi le gouvernement irlandais très courageux a dit, non, nous on ne veut rien récupérer, non, on est d'accord, on est d'accord. Donc ils sont d'accord et ils imposent l'austérité au peuple irlandais, alors que ces gens-là ne payent pas leurs impôts. Alors 13 milliards d'euros en Irlande, il faut quand même le préciser, les conséquences sur la vie quotidienne des gens. 13 milliards d'euros, c'est un quart des recettes du budget de la République d'Irlande. La République d'Irlande, c'est 4,5 millions d'habitants. Leur budget, c'est 64 milliards d'euros, à peu près. C'est un cinquième d'une autre. Donc 13 milliards, c'est 20% des recettes du budget de la République d'Irlande. Ce seul groupe Apple. Et alors, je lisais un article dans un journal irlandais à ce moment-là, l'Irish Times, pour ne pas le citer, et le journaliste se disait, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, nous, l'Irlande, avec ces 13 milliards d'euros? Et il explique, il donne 2 exemples. On aurait pu construire 20 hôpitaux à 650 millions d'euros. Vous imaginez 20 hôpitaux dans un pays comme l'Irlande. Et on aurait pu aussi, si on ne faisait pas les hôpitaux, on aurait pu tripler les crédits alloués à la construction de logements sociaux en Irlande. Voilà les conséquences concrètes pour le peuple irlandais de ce qu'un seul groupe comme Apple ne paye pas en impôts à l'État irlandais. Voilà ce que c'est. Alors, ça veut dire que Apple, malgré le taux d'impôt société en Irlande qui est à 12,5%, son taux effectif, c'était 0,005%. Vous voyez l'ampleur. Voilà. Donc ça, c'est le premier critère, la fiscalité. Deuxième critère, évidemment, c'est, tout à l'heure je parlais de connivence. Dans ces États-là, la connivence, elle est assumée, elle est organisée. C'est-à-dire que ceux qui gèrent l'État, à Bermude, aux îles Caïmans, sont les mêmes qui gèrent la finance, l'industrie financière, les fonds d'investissement, les banques. Voilà, ils sont interchangeables et il n'y a pas de question qui se pose. C'est assumé, c'est organisé. Troisième critère, eux ils appellent ça la confidentialité.
En fait, si on traduit en bon français, c'est de l'opacité, quoi. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qui fait quoi au profit de qui. Voilà, ça reste secret. Voilà, confidentialité égale opacité. Quatrième critère, évidemment, il n'y a aucune coopération avec les administrations fiscales des États d'origine, des personnes ou des entreprises qui viendraient chez vous créer une société, découvrir un compte en banque, déposer des actifs. Voilà, on ne coopère pas avec l'administration fiscale du pays d'envoi, si vous voulez. Hein? Et puis, cinquième critère, système juridique extrêmement léger. On peut créer une société en quelques heures, quelques jours, ouvrir un compte en banque dans un territoire qu'on a choisi. On peut le faire à partir de ce petit téléphone intelligent, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a des sites spécialisés. Vous tapez offshore, moteur de recherche offshore, et vous allez avoir des listes de sociétés qui vous proposent de créer des sociétés, d'ouvrir des comptes en banque aux îles britanniques, partout où vous voulez, à Dubaï, à Hong Kong, pour une petite somme modique. Et ça peut se faire en toute discrétion depuis chez vous. Et ça va se régler de cette manière-là, sans que l'administration fiscale de la France soit au courant de ces transactions, bien sûr. Donc voilà les 5 critères qui devraient être validés par l'ONU, le FMI, je ne sais qui, la Banque mondiale, sur lesquels on dit voilà ce que c'est qu'un paradis fiscal et voilà ceux qui correspondent à ces critères. Avec ça, on y arriverait. Un peu de géographie pour terminer, parce qu'on vous voyez, on n'a pas voyagé beaucoup, mais intellectuellement, on a voyagé quand même. Il y a 3 grandes zones. Les paradis fiscaux dans le monde, c'est les 50-60 territoires, essentiellement des petits territoires aujourd'hui, mais il peut y avoir de très grands demain, on en reparlera. Il y a la zone Amérique-Caraïbes, hein, déjà, les Caraïbes qui fourmillent de paradis fiscaux, hein, îles Vierges britanniques, Bermudes, Bahamas, les îles Caïmans par exemple. Les Caïmans, c'est au sud de Cuba, hein, c'est 25 000 habitants. Il y a un immeuble aux Caïmans, un immeuble de 5 étages, qui abrite le siège de 12 748 sociétés. Alors, Obama, il a pointé l'existence de ce bâtiment qui s'appelle Hoagland House, dans la capitale Georgetown. Il a dit, il y a un immeuble au Caïman qui fait 5 étages et qui abrite le siège de 12 748 entreprises. Et il a dit, écoutez, soit c'est le plus grand immeuble du monde, soit il y a un problème d'évasion fiscale. Évidemment, tout le monde a compris l'allusion. Hein, c'était avant qu'il soit président, hein, avant d'entrer à la Maison-Blanche, il avait parlé de cette situation complètement abracadabrantesque, comme a dit l'autre. On est dans le fictif, dans le virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une activité effective au Caïman, pas de personnel, pas de chiffre d'affaires, pas d'impôts bien sûr, c'est une adresse dans cet immeuble qui vous suffit pour implanter votre siège au Caïman et donc de bénéficier non seulement des cocotiers, mais aussi de la fiscalité avantageuse des Caïmans. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, ça c'est pour les Caraïbes. Alors après, un petit tour aux États-Unis, parce que les Américains sont toujours ambivalents, c'est quand même un fer de lance du libéralisme économique mondial, les Américains, avec tout le respect qu'on leur doit, mais on peut avoir des désaccords aussi. Il y a 3 États américains qui sont des paradis fiscaux à domicile. Vous avez le Nevada, du côté des Rocheuses, là, côté ouest, Las Vegas. Vous avez le Wyoming. Et vous avez un petit État sur la côte est qui s'appelle le Delaware, tout petit État, qui compte plus de sociétés enregistrées que d'habitants. Il doit y avoir quelque chose comme 930 000 habitants et plus d'1 million d'entreprises domiciliées dans le Delaware. 50% des entreprises cotées à la bourse de New York, à Wall Street, ont leur siège dans le Delaware. Donald Trump, Hillary Clinton ont l'un et l'autre des sociétés enregistrées dans le Delaware. C'est vous dire si la lutte contre l'évasion fiscale va redoubler d'intensité. Hein? Et pour l'anecdote, l'Olympique de Marseille, qui vient d'être racheté il y a quelques mois par un milliardaire américain qui s'appelle Frank McCourt, va rester bien sûr au stade Vélodrome, mais la gestion financière administrative du club va se faire depuis une holding implantée dans l'État du Delaware. Alors peut-être qu'un jour, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, on apprendra qu'un scandale se produit et qu'on découvrira que l'Olympique de Marseille ne paie pas beaucoup d'impôts à la République française. Peut-être, mais il faut vous y attendre. Ça se passe au Delaware. Les matchs, c'est Vélodrome, le fric, c'est dans le Delaware. Voilà, ça c'est pour la zone Amérique-Caraïbes. En Europe, on a tout ce qu'il faut à notre porte. On a parlé du Luxembourg, je ne m'étends pas sur le sujet, 500 000 habitants. Hein, ils détiennent 69% des fonds chinois en Europe, par exemple. Je donne que cet exemple-là. On a l'Irlande, j'en ai parlé, on a Jersey, on a Guernesey, l'île de Man. L'île de Man, c'est tout petit entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. On ne parle pas beaucoup de l'île de Man, mais c'est un paradis fiscal. L'Autriche en est un. Les Pays-Bas en sont un également pour les holdings
les holdings, par exemple, la holding du groupe Renault-Nissan a son siège aux Pays-Bas pour des raisons fiscales. Il y a même des groupes publics et parapublics, style Areva ou RDF, qui ont aussi des entités aux Pays-Bas pour ces raisons-là. Hein. On peut citer Monaco. Alors on avait espéré y aller, mon frère et moi, à Monaco, mais il faut demander l'autorisation, c'est un peu compliqué. On s'est juste présenté à Antibes, on a voulu visiter le quai des milliardaires, où sont amarrés les yachts prestigieux des oligarques du monde, des grands de ce monde. La location d'un anneau à l'année sur le quai des milliardaires à Antibes, c'est 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Donc avant d'acheter le bateau, prévoyez l'anneau, quoi. Hein. Et on n'a pas pu y aller. Les autorités du port nous ont interdit l'accès au quai des milliardaires. Il y avait des barrières, il y avait le directeur du port, il y avait des vigiles un peu patibulaires. Hein. On s'est présenté, Pierre Laurent était là, on était 3 parlementaires, et on n'a pas eu le droit d'accéder au quai des milliardaires. Ils nous ont expliqué que, oui, vous savez, on est en phase de commercialisation, quand même, ça serait gênant que les parlementaires communistes comprenez. Bah non, on n'a pas compris. Et donc on a fait la une, ni ce matin, le lendemain matin, du coup, ça s'est retourné contre eux. Vous voyez, ils ont interdit l'accès, du coup. Ni ce matin a fait la une avec cet incident. Et voilà, pour vous dire à quel point tout ça est dissimulé, discret, caché. Et ça se passe à Antibes, hein, sur le sol de la République. Hein. Voilà, donc l'Europe, on a ce qu'il faut. Et puis après, il y a la zone Asie. La zone Asie, c'est Singapour et Hong Kong, par exemple. Hein. Vous vous souvenez du comte Cahuzac, quand il était fermé à Genève, il a été transféré à Singapour. Là, parce que l'Asie, c'est un peu la place qui monte depuis quelque temps, parce qu'on est moins regardant sur l'origine des fonds, l'identité des titulaires des comptes, etc. Et j'en veux pour preuve le témoignage que j'ai eu à Jersey. J'ai rencontré à Jersey un monsieur qui s'appelle John Harris, qui est le gendarme de la finance de Jersey, plutôt sympathique, un style de Funès, hein, plutôt chaud, pas très méchant, mais il regarde quand même, mais il m'a expliqué dans l'entretien qu'un jour il avait refusé la création d'un trust. Hein, vous connaissez le concept des trusts à Jersey, c'est un concept juridique anglo-saxon par lequel on confie la gestion de son patrimoine à une entité, donc, au bénéfice de la personne que vous désignerez, votre fils, votre héritier, etc. Ça remonte à l'époque des croisades, cette affaire-là, il paraît. Hein, quand les chevaliers allaient conquérir le Saint Graal à Jérusalem, ils partaient pour 6 mois, 1 an, 2 ans, et pendant ce temps-là, ils confiaient la gestion de leurs biens à une personne en qui ils avaient confiance. Hein, en anglais, la confiance, c'est trust. Voilà, ça vient de là. Donc il n'y a pas d'acte notarié, c'est du gré à gré, je te confie mes biens, et tu gères ça dans le meilleur intérêt de mon fils, par exemple. Et donc dans un trust, on peut mettre des yachts, des tableaux, des lingots, des pesos, comme disait Pierre Perret. On met ce qu'on veut, mais tout ça, c'est dissimulé. Et donc M. Harris m'explique qu'un jour, il a refusé la création d'un trust. Ah, il me dit, ça m'a interpellé, je dis, bon, dites-moi un peu plus. Ah, oui, c'était des fonds japonais qui avaient clairement un lien avec la criminalité du Japon. Ah bon. Et donc on a refusé que le trust soit créé chez nous. Ah, je dis bravo. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, ils sont partis à Singapour. Quoi. Et ça s'est réglé comme ça. Donc pas chez nous. Il y aura toujours un paradis pour vous accueillir parce qu'on sera moins regardant. Quoi. En gros, voilà. Donc voilà en gros les constats qu'on a faits. La définition d'un paradis fiscal sur lequel vraiment tout le monde pourrait ou devrait se mettre d'accord. Et puis la page géographie pour vous situer un peu. C'est très précis, c'est localisé, 50, 60 territoires dans le monde, où on peut faire un peu ce qu'on veut et surtout ne pas contribuer à l'intérêt général. Voilà, merci. Bien. Eh bien écoutez, très heureux d'être à Quimper. J'ai retrouvé un lieu où j'étais venu il y a quelques années, à l'invitation de mon ami Pierrot Rénéro, de son épouse. Je n'aimais pas les huîtres. Je n'avais jamais mangé d'huîtres. Et il m'a dit, Pierrot, ici tu auras un repas local, huîtres en entrée, huîtres au plat de consistance et huîtres au dessert. Et depuis ce temps-là, je mange des huîtres. Merci Pierrot. Et Yvonne. Voilà. Donc, écoutez, on va essayer de faire au plus court parce qu'évidemment on va être pris par le temps. D'abord, merci de nous accueillir. Ce livre, il est né, comme l'a rappelé Eric, de 3 rapports parlementaires, 2 au Sénat, 1 à l'Assemblée. Je vous passe les détails en ce qui me concerne, c'était une mission d'information avec le seul qui a accepté de travailler avec moi. Pourtant, je me rase, je me lave, je prends ma douche chaque matin, puisque les élus d'Hugo avaient oublié le groupe communiste dans la répartition des tâches. Je vous passe, je n'ai pas le temps, d'habitude j'explique le détail. Et elle m'a dit, tu prends ce que tu veux, puisqu'elle m'avait oublié, j'avais râlé.
Et du coup, je dis, je prends les paradis fiscaux, le boulot est déjà fait, j'aurais plus rien à faire. Et ensuite, on m'a dit, il faut faire ça avec un gars de droite, personne de droite veut travailler avec toi, il n'y en a qu'un, c'est Dupont-Aignan. Donc, va pour Dupont-Aignan, j'ai passé 6 mois avec Dupont-Aignan. C'est un garçon charmant. Je suis plus le calmer parce que plus on avançait dans le sujet, plus il devenait révolutionnaire. Je lui dis, ça c'est mon métier, c'est pas ton boulot. Voilà. Il a fait un bouquin qui s'intitule Les voleurs de la République suite à cette mission et j'en ai accepté la préface. Parce qu'effectivement, nos rapports, ils ont été votés à l'unanimité au Sénat et à l'Assemblée. Et c'est pas fortuit. Certains camarades plutôt bolchos disent c'est des faux culs, etc. C'est un peu vrai. Mais il y a un phénomène quand même de rejet, de peur même, d'angoisse devant ce monde de la finance qui s'installe peu à peu avec le système qu'a rappelé Eric. C'est un système, c'est pas à la marge, c'est pas le vieil argent français planqué en Suisse qu'on a encore en tête, c'est un système, ça fait partie du système de la mondialisation financière, de la financiarisation de l'économie. Et c'est le sujet principal. Si le climat est un sujet important, le réchauffement climatique, il est clair que les effets de gaz à effet de serre font des trous dans la couche d'ozone, qu'il y a eu des travaux qui ont été faits depuis des années, depuis Rio. Je l'ai dit, arrive un type aux États-Unis, il arrive, il s'assoit sur toutes les décisions possibles et imaginables autour de cette question. Allez vous faire foutre, je ferai mon gazoduc, j'exploiterai du charbon, j'exploiterai du gaz de schiste, et puis les pleutres du G20, qui se sont réunis il y a 15 jours, font un communiqué comme après chaque sommet, et ils suppriment les 2 lignes relatives à l'environnement. Nous sommes dans un monde quand même dirigé par quelques pleutres. Et puis il y a cette question de la finance qu'on a découvert, Eric et moi. On croyait connaître la finance parce que en une ligne on met la finance, où on met la finance, mais c'est mon ennemi, c'est toujours mon ennemi. Dans les discours, j'ai souvent brocardé la finance, mais point barre, on ne sait pas de quoi il s'agit. Parce que c'est un monde mystérieux, tabou, complexifié à dessein, et qui pourtant, c'est ce monde-là, avec des hommes, des femmes, qui dirigent ça, qui conduit le monde aujourd'hui. La finance, avant, elle travaillait y compris par délégation, avec des types qui étaient à leur botte, des valets. Aujourd'hui, elle prend les choses en direct, depuis un certain nombre d'années. Elle met ses hommes. D'abord, le meilleur exemple, le pire exemple, c'est le business qui vient de rentrer à la Maison-Blanche, avec Trump, et puis 3 secrétaires d'État de la plus grande banque qui était à l'origine de la crise de 2008, Goldman Sachs. Donc, d'un côté, il y a ça. Si ça se passe comme je l'imagine, j'espère que non, mais Rothschild va rentrer à l'Élysée dans quelques semaines, en direct. Donc on est face à ça, et partout, c'est la finance qui décide. On a donné l'exemple de l'Union européenne, les banques, et tout ça avec une situation qui n'est plus le temps de la corbeille du président de Gaulle, du général de Gaulle. Rappelez-vous, dans les années 60, de Gaulle qui était quand même, avait un peu un esprit critique sur la spéculation, même s'il défendait le système capitaliste. Il avait déclaré à l'époque, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille, au palais Brognard. Aujourd'hui, c'est la politique du monde, la politique européenne et de la France se fait par la finance en direct, sauf que ça ne se passe plus au palais Brognard, qui est devenu un lieu de séminaire, et que la bourse de Paris est installée aujourd'hui dans la banlieue de Londres. Et pas seulement celle-là, avec plusieurs, la bourse des Pays-Bas, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus les types qui levaient la main autour de la corbeille pour faire les transactions. Ça ne sera même plus les traders, je vous en dirai un mot. Ce sont des robots, des machines, qui marchent 24 heures sur 24 dans le monde entier, avec ce qu'on appelle le trading haute fréquence. On en parle dans le livre du trading haute fréquence, avec des traders, qui fait que le temps d'un clin d'œil,
il y a 7000 transactions qui se sont effectuées. Vous faites un clin d'œil, parce qu'on compte en nanosecondes, on compte même maintenant en picosecondes, rien à voir avec ceux qui picolent un peu dans leur coin. Alors je dois dire tout de suite, et je vais lui passer la parole, parce que moi je suis très mauvais en chiffres, très mauvais en maths, pourtant j'ai découvert la finance. Je suis un peu tendance crasue, je ne sais pas lire un chèque. D'ailleurs, au conseil municipal de Saint-Amand-les-Eaux, je mélange les anciens francs, les centimes de francs, les euros. Et pourtant, il y a 15 jours, le budget municipal a été voté à l'unanimité, y compris avec les positions. Donc ça doit être une bonne recette. Donc, en picosecondes, il va vous dire ce que ça... Donc, vas-y, parce que là, je me retourne vers lui. Oui, là, j'interviens à ce moment-là parce qu'il est toujours en peine sur ces chiffres. Effectivement, la vitesse ne fait que croître. Le temps, c'est de l'argent. Hein. Time is money, on dit en anglais, mais là, c'est le temps, effectivement, en nanosecondes. Alors, la nanoseconde, c'est 10 puissance moins 9. Hein. Faites un 0, virgule, mettez 9 zéros et un petit 1 au bout. Et on est passé à la picoseconde, 10 puissance moins 12. 0, 12 zéros et un petit 1. C'est le temps qu'il faut pour exécuter une transaction financière. Voilà, je repasse la parole à Krajicki. Voilà. Donc, vous avez compris qu'il y a des milliards de transactions financières qui s'effectuent. Et que le pire dans cette affaire, c'est que c'est incontrôlable par l'homme, au sens large du terme. C'est une vraie question. D'ailleurs, Jean-Michel Nolot, c'est Jean-Michel, hein, Nolot qui est un ancien banquier, qui a fait un excellent bouquin sur la prochaine crise qui se prépare, préparez-vous, la prochaine bulle qui va exploser, et qui a témoigné dans le bouquin, qui a été aussi un contrôleur des marchés financiers, avec qui on est devenus compagnons dans ce combat commun, explique qu'il faudrait arrêter le trading haute fréquence parce que c'est incontrôlable. Pour contrôler 10 minutes de trading haute fréquence, il faut pour un inspecteur des impôts, un contrôleur des impôts, au moins entre 6 et 8 mois, pour 10 minutes. Alors, imaginez, 24 heures sur 24, dans le monde entier, à ce rythme-là. Donc il dit même que ça devrait être interdit, qu'on devrait supprimer ce système, qui est un système purement inventé pour faire de la spéculation et pour faire de l'argent pour l'argent. Parce que notre problème dans cette société mondiale qui est la nôtre, sur 100% de transactions financières, seulement, écoutez bien, 1,8% repose sur l'économie réelle, c'est-à-dire sur l'industrie et sur les services. D'accord ? Tout le reste, c'est que de la spéculation. L'argent vit pour lui-même. Et tout le système est fondé à partir de là, avec toutes les dérives que ça peut supposer. Et on est dans cette logique-là qui a entraîné le monde entier, y compris les banques qui sont évidemment au cœur du système. Et donc la question qui nous est posée, alors on a fait le livre, pourquoi ? Parce qu'on a découvert tout ça. Lui c'est 3000 pages, son rapport, les deux rapports, moi c'est 800. Vous pouvez y accéder sur internet, on aurait pu s'économiser le livre, mais au bout de 2 pages vous allez vous endormir, parce que c'est dans un langage que parfois même nous-mêmes on ne comprend pas, pourtant on a fait le rapport. Et parce qu'on a été aidé par des administrateurs du Sénat de l'Assemblée qui sont des types formidables, parce qu'on a auditionné des experts, des banquiers, des militants syndicaux, etc. Et que c'est de la langue de bois. Et nous, on est un peu spécialistes de langue de bois aussi. De temps en temps, il tombe quelques copeaux, sympathiques, mais il faut faire des efforts. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça se sache. Il faut qu'on fasse quelque chose pour accessible. On s'est fait accompagner par un journaliste, Pierre Gompton, qui est d'ailleurs venu récemment en Bretagne pour parler du livre. Bon, lui, je ne l'ai pas eu parce qu'il était anticommuniste, il a fait plein d'articles contre moi. Comme je suis de formation judéo-chrétienne, j'ai pardonné. Et je l'ai convoqué un jour, puisqu'il est en retraite, pour lui dire, Pierre, écoute, tu es en retraite, il était journaliste économique à la Voix du Nord, il a été journaliste dans une chambre de commerce, vous voyez un peu le profil, et il croyait que je l'allais embaucher pour la ville pour faire quelques piges pour le bulletin municipal. Il est tombé de sa chaise quand je lui ai dit, écoute, avec mon frère, on va faire un bouquin sur l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, et tu es d'accord ? Est-ce que tu es d'accord ? Elle dit, j'y connais rien, je dis, moi non plus, donc on va le faire, et on l'a fait. Et de ce point de vue, il est vraiment accessible, on a gardé le fond, et de ce point de vue, ça permet un accès à cette question. Parce que la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est que, alors, je le dis aussi pas pour que vous soyez, pour être très franc avec vous,
y compris pour ceux qui ont acheté le livre, vous pouvez le rendre si vous avez une inquiétude. Hein, on arrachera la feuille avec la dédicace, on les revendra autrement, parce que jusqu'à la page 163, prévoyez des antidépresseurs. Prévoyez des antidépresseurs parce qu'évidemment, c'est particulièrement angoissant. Et encore, on n'a pas tout dit. Et depuis, ça s'est aggravé. On écrivait. Mais après, l'horizon se dégage. Parce que la question qui est posée, c'est, devant ce monstre-là, est-ce qu'on est capable de changer cette situation? Donc, et surtout, quand on a un certain temps, on se dit, purée, nous qui croyons au grand soir, il y a du boulot. Eh bien oui, il y a du boulot, mais vous avez tous plus ou moins de la famille, des enfants, des petits-enfants. Notre livre, on l'a dédié à nos petits-enfants, à nous, mais aux petits-enfants du monde, parce qu'on sait que c'est un combat d'un quart de siècle, d'une génération. Et on pourrait ne pas le mener. Finir tranquillou sa vie, hein, en donnant des conseils révolutionnaires à ceux qu'on rencontre. Mais ça ne concerne pas que nous. Si on ne mène pas ce combat, eh ben, ce qui se passe déjà dans le monde qui n'est pas terrible, je peux vous dire que vous pouvez le multiplier par 50 ou 100, ça sera le cataclysme, le chaos, et pour le climat, et pour la finance. Alors que les gouffres, parce qu'on parle de trous pour la couche d'ozone, mais on parle de gouffres dans la finance mondiale faite par les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, la triche fiscale, c'est énorme. Mettre fin à ça, ça règle le problème des grands besoins de l'humanité tout entière. Et donc, c'est un combat humaniste qu'il nous faut mener, qu'on a un devoir pour se regarder à la dernière minute avant de mourir, devant la glace, pour dire « j'ai fait mon job ». Et c'est un combat rassembleur. C'est un combat où on peut se retrouver au-delà des partis politiques, des chapelles politiques, avec des hommes et des femmes qui sont prêts à s'engager, qui sont déjà engagés dans ce combat. On a des témoignages, on a 38 témoins qui vont de Michel Barnier, qui n'a jamais été un grand révolutionnaire, Lamassoure, mais Nicolas Hulot, des gens de CCFD, des lanceurs d'alerte, qui quand même ont accepté, c'est des gens dont on a fait connaissance en faisant nos rapports, mais de témoigner dans un bouquin écrit quand même par deux cocos bien connus, d'accord? Parfois considérés en ce qui me concerne comme un vieil orthodoxe, hein, il me manque la barbe, voilà, et qui ont accepté et qui partagent avec nous ce combat-là, à commencer par le pape qu'on a vissé après Ziegler, hein, d'accord? D'ailleurs, les questions qu'on nous a posées ici, ça montre quand même le vieux Front chrétien de Bretagne. Tous les journalistes qui nous ont interrogés, c'est pourquoi vous avez mis le texte du pape. Hein, on vous en parlera après. Hein, voilà. Donc ce combat, il faut qu'on le mène. Et on le mène avec d'autres. Alors, pour l'instant, et le bouquin, c'est à mon avis un petit tournant. Ça a été une affaire d'initié, cette affaire. Des rapports parlementaires, il y en a déjà eu pas mal. Hein. Jean-Pierre Brun, je me souviens, il y a 20 ans, il a fait des rapports sur cette question-là. Il y a eu Montebourg, il y a eu Payon, je passe les meilleurs. Il y a eu aussi les ONG, comme CCFD, Terre Solidaire, Oxfam, Attaque, qui ont commencé à s'embarquer là-dedans. Il y a eu aussi les lanceurs d'alerte, dont il faut saluer quand même le courage. On est, nous, amis maintenant avec plein de lanceurs d'alerte. Je vais citer que Nicolas Forissier, qui est un gaulliste, qui a dénoncé le système de la double comptabilité d'UBS, hein, puisqu'il faisait de l'ARTAP pour trouver des richissimes français pour mettre l'argent dans leur banque en Suisse. Lui, il était chargé du contrôle de l'égalité au sein de la banque, payé par la banque. Il a révélé le truc auprès des autorités. Du coup, on l'a convoqué en haut lieu, à UBS. On lui a dit, Nicolas, je crois que tu t'es trompé. Tu peux pas l'écrire que tu t'es trompé, on te donne 1 million d'euros. Pas mal, 1 million d'euros. Il a refusé pour des raisons de droiture normales, et du coup, on l'a viré, on l'a menacé de mort, il est en procès depuis 7 ans avec UBS. Donc ces gars-là, ils méritent d'être soutenus. D'ailleurs, j'ai suggéré éventuellement tout à l'heure, si on nous réinvite, parce qu'évidemment, on a fait des frustrés, comme on n'est pas là plusieurs jours, si on vient à la fête de l'humanité de Bretagne, qui est prévue en novembre, on peut vous mettre un plateau avec un lanceur d'alerte, avec CCFD Terre Solidaire, ça pourrait poursuivre le débat qu'on n'aura pas le temps de finir aujourd'hui. Et après, il y a eu ces journalistes d'investigation qui ont quand même révélé tous ces scandales. Panama Papers, Luxleaks et autres, Cahuzac.
Mais après qu'on est indigné, qu'on a râlé, qu'on a eu envie de jeter une bottine dans la télévision, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et cette question-là, il faut qu'on l'aborde, et je vais pas être très court parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. D'habitude, on parle plus longtemps. Il faut faire quelque chose, il y a des choses qui se font déjà, on est dans la semaine de la lutte contre l'évasion fiscale, il y a des associations qui prennent des initiatives, vous en avez pris ici localement, tout ça, ça commence à peser, Mais il y a plusieurs exemples qu'on cite dans le bouquin. Par exemple, d'abord l'évasion fiscale, c'est des grands groupes, des multinationales avec les prix de transfert, j'ai pas le temps d'expliquer, on y reviendra dans le débat. Ces gens-là sont très sensibles à leur réputation et à leur argent, et les deux vont ensemble. On cite l'exemple de la commission d'enquête qui a été présidée par Margaret Hodge, députée travailliste en Grande-Bretagne, qui a fait, parce que là-bas Amazon, Starbucks, Google, tous ces gens-là, ils ne payent pas d'impôts. Ils ne payaient pas d'impôts. Donc ça a commencé à renacler, y compris sur les bancs des conservateurs en Grande-Bretagne. On fait une commission d'enquête, les tabloïds anglais ont commencé à faire des titres géants, comme ils savent faire en Angleterre. Du coup, les usagers de Starbucks se sont vus amenés à faire des comités de boycott du café Starbucks. Et je peux vous dire que Starbucks a commencé à venir rencontrer les autorités fiscales anglaises pour dire bon, on va commencer à payer des impôts parce que ça commençait à leur porter tort pour leur réputation. Bon, nous qui avons été un peu dopés là-dessus, on s'est trouvés piégés parce qu'on avait envie de café quand on était allé à Rouen pour faire notre débat. Et à 6h du matin à la gare Saint-Lazare à Paris, il n'y avait qu'un truc d'ouvert Starbucks, on s'est privé de café. Mais bon, ça c'est l'espèce de sectarisme qui nous est remonté à l'époque, dans la tête. Ensuite, il y a autre chose sur lesquelles on peut poser. Ce matin, on était avec des syndicalistes à Lorient, et ils ont d'ailleurs apporté des éléments de réflexion complémentaires, je ne rentre pas dans le détail, qui méritent d'être pris en compte sur les méthodes qui sont mises en place maintenant dans les entreprises. Les syndicalistes, 90% des entreprises françaises, je parle des grandes, elles ont affaire avec les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale. Renault-Nissan, qui a son siège en Pays-Bas, c'est un exemple. Et on avait dans la forge de Lorient là, des types qui travaillent pour Renault-Nissan. Et à qui, d'ailleurs, on leur a dit, mais vous avez des comptes à demander. C'est vrai des gens qui ne payent pas leurs impôts à la France complètement, ils ne sont pas réglo. Vous avez des comptes à demander, vous les syndicalistes. Donc dans tous les CE, il faut poser des questions. Il faut croiser le fer sur le fond, se faire aider par des juristes, par des bureaux d'études de cas échéant. Parce que c'est un système mondial, ils sont forcément impliqués. Et de ce point de vue, on cite l'exemple de McDo dans le livre, qui est un bon exemple de ce genre. On en a pris un, on ne pouvait pas mettre tout. McDo de l'Ouest Île-de-France, il n'y avait rien, il n'y avait pas de syndicat. Un jour se crée un syndicat, CGT. Après un an d'action syndicale, il y a le comité d'entreprise qui se met en place, et le comité d'entreprise, le directeur de ces 7 ou 8 McDo, là, il va faire son bilan financier, et il leur explique le bilan financier, et il y a le gars de la CGT qui dit, oui mais d'accord, mais où est notre participation au bénéfice? Ah ben il n'y a pas de participation au bénéfice, puisqu'il n'y a pas de bénéfice. Puisque dans le système qu'on décrit dans le bouquin, le transfert interne, les bénéfices, ils partent au Luxembourg. Année suivante, il était un peu plus dynamique après 2 ans d'expérience syndicale, il est rentré dans le même propos, il n'y a pas de bénéfice, ils ont appelé Eva Joly, ils ont mis en justice. Du coup, ça a fait place dans la presse. Du coup, à Bercy, ils ont dit, oh là, il se passe quelque chose avec McDo, ils se sont donné compte, et McDo France, alors, doit 1,3 milliard au fisc français, non payé. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, comme ça se passe à Bercy, avec le fameux verrou de Bercy, verrou c'est autre chose, verrou de Bercy, qu'on veut faire sauter et qu'il faut faire sauter, parce que le verrou de Bercy, j'en dirai un mot. On convoque McDo, on dit à McDo, tu crois qu'on va dire, on dit pas à McDo, on va le mettre en justice, hein, parce que c'est pas leur boulot, c'est pas leur façon de faire. Ils ont dit, il faut quand même vous payer vos impôts, vous devez 1,3 milliard. Ça aurait besoin de négociations, 350 millions. Tu gagnes à tous les coups, là. Parce qu'en France, il n'y a aucun fraudeur fiscal qui n'est en tôle. Pour l'instant, vous n'en verrez jamais. Donc le ministre Bercy encourage la fraude fiscale.
Alors, t'as quelquefois même certains syndicalistes contrôleurs qu'on a rencontrés qui disent ouais, mais s'il n'y a plus de fraude fiscale, nous, on n'a plus de boulot. Donc, bon, ça c'était pour la petite blague. Et qu'est-ce qui se passe? En France, un juge, un procureur ne peut pas s'auto-saisir pour la fraude fiscale. C'est du domaine réservé du ministre du Budget. Ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, était le seul habilité à pouvoir saisir la justice contre Cahuzac Jérôme, qui avait un compte en Suisse et en Singapour. C'était le seul, et aujourd'hui encore. C'est absolument inadmissible. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Les banques. L'argent des banques. C'est à qui l'argent des banques? Ben, c'est à nous. Combien de milliards? 1500. 1500 milliards dans les banques françaises que nous déposons. Salaire, pension, quelques économies. Et qu'est-ce qu'on fait pour dire qu'est-ce que tu fais de mon argent? Pourquoi, toi, Crédit Agricole, BNP, etc., t'es dans les paradis fiscaux, tu as des filiales au Panama, tu joues avec notre argent, tu prends des risques. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis maire, j'ai chaque année 4 assemblées générales de certaines banques, dont le Crédit Agricole, que j'aime pas beaucoup, chez moi. Il y a 400 types en assemblée générale, j'ai jamais eu autant de monde. Mais alors, il accueille les types, poliment, évidemment, qui veulent être polis. Maintenant, je glisse quand même quelques pots de banane étant au courant du système. Mais le pauvre gars qui dirige le Crédit Agricole chez moi, il dit monsieur le maire, moi je suis pas au courant de tout, forcément. Vas-y, je vais vous mettre au courant. Et pourquoi il y a tant de monde? L'équipe, il vote tous les rapports. Il y a 4-5 rapports, ça dure 5 minutes. Il n'y a pas un qui dit monsieur, il est content de parler par les discours. Et bien parce qu'à la fin, il y a une tombola gratuite avec des beaux lots, dont des écrans plats géants. Et puis il y a un cocktail formidable, payé par le Crédit Agricole, que tu as payé, hein, forcément. Donc on a des choses à faire. Nous qui sommes des militants, est-ce qu'on y pense à ça, hein? On n'est pas obligé de foutre le feu à la succursale de la Société Générale ou à la filiale qui est sur place. On a des choses à faire. Ensuite, d'autres exemples, mais ça va venir l'imagination sur notre cul, parce qu'il faut croiser le fer sur cette question, avec toutes les autorités qui, après tout, et je vous citerai 2 citations pour finir mon propos après, qui vous montrent que tant qu'on sera des niais et qu'on ne dira rien, ben, ça se passera bien pour eux. Les élus, t'es maire, t'es président d'un conseil général, t'es directeur d'un hôpital, tu fais des appels d'offres pour un tas de choses. Pour la nourriture dans les cantines, pour les malades, pour des chantiers. Tu fais des appels d'offres et tu mets ce qu'on appelle un cahier des charges, que tu maîtrises, avec plein de recommandations. Bon, on y inscrit l'insertion sociale, souvent maintenant, pour les gars qui n'ont pas de boulot, pour que dans le chantier, on prenne des gars qui n'ont pas de boulot. On y inscrit la notion de respect de l'environnement. Encore qu'on ne va pas très loin, parce que moi je suis en train de faire mettre par mes services. Ils ne veulent pas, ils sont têtus, mais je vais y arriver. Que par exemple, à la cantine scolaire, j'ai 2000 élèves qui sont à la cantine scolaire, que par exemple, si on leur offre une pomme, il est tout à fait normal que le fournisseur, que le gars qui a gagné le marché, invite et paye le voyage de mes élèves pour aller voir d'où vient la pomme. Et dans quel verger elle a été cultivée. Pédagogiquement, c'est très intéressant. C'est sûr que si c'est un mec d'Andalousie qui gagne, il ne va pas pouvoir mettre des autobus, il va devoir louer des avions pour faire venir mes gars, à ses frais. Donc il ne sera pas au bon niveau du marché pour casser les prix. Et bien je pense qu'il faut maintenant introduire des notions relatives d'où vient l'argent qui est utilisé pour ce chantier ou pour ce projet. Parce qu'il y a des banques derrière, il y a des entreprises derrière, parfois internationales. D'où vient l'argent? Où est ton argent? D'où vient ton argent? Parce que moi je ne veux pas être mêlé avec l'argent sale. Parce que l'argent sale, c'est ce qui commence à dominer. Vous le verrez dans le livre, on en donne quelques exemples. Il y a eu un reportage il y a 6 semaines à la chaîne parlementaire qui s'intitulait L'argent sale, où on voit les tâches qui grandissent de tout l'argent des mafias, qui sont recyclés essentiellement dans la plus grande blanchisseuse du monde, qui est la City de Londres. On y blanchit l'argent de la drogue. Eric Vernier, professeur de finance à l'université de La Rochelle, nous racontait que la moitié des billets d'$1 aux États-Unis, il y a des traces de cocaïne. On y blanchit l'argent du trafic d'êtres humains, la prostitution, d'organes, d'armes. On y blanchit l'argent des groupes de réfugiés, des passeurs de réfugiés, qui est une vraie société, c'est pas seulement le passeur.
L'année dernière, le chiffre d'affaires des passeurs de réfugiés, c'est 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est une belle boîte, 3 milliards d'euros. Et on y blanchit pire l'argent de Daesh et du terrorisme. Alors, question morale pour nous qui voulons la révolution mondiale humaine, on va laisser nos petits-enfants vivre dans un monde horrible de ce genre, avec des mafias partout, des mafieux partout, et des types en col blanc qui vont cyniquement, pour gagner leur salaire ou leur dividende, on ne peut pas laisser faire ça. C'est donc une question vitale. Alors, je vais m'arrêter là, parce que d'habitude, on est un peu plus long, mais il faudra qu'on vous laisse la parole, puisqu'on s'en va à 17h pile. Sinon, si vous loupe l'avion, on va repartir en pédalo. Et moi, on a l'explication. Donc, ce combat, c'est un peu le sens du bouquin. Rassembler, faire avancer l'idée, porter à connaissance. Le bouquin, c'est pour porter à connaissance. Porter à connaissance de ce qui existe, des dangers, des réalités et des solutions qu'il faudrait qu'on trouve tous ensemble. Avec une réponse mondiale, la COP mondiale, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, qui a été adoptée par le Conseil économique et social et environnemental. C'est quand même des points d'appui. Et ensuite, ils sont défensifs. Hier, dans cette semaine de la lutte contre l'évasion fiscale, pour que le Crédit Suisse, hier on voit ça dans l'avion, 2 pages complètes comme ça dans le monde, je peux vous dire que ça coûte bonbon. Hein? Le Crédit Suisse se voit obligé de justifier que lui, il est réglo à propos de l'évasion fiscale. Alors, parce qu'il est taquiné dans ce temps-ci. Donc, ça veut dire crier touché. Donc, ça peut montrer que tout ce qui se fait, tout ce qui se dit sur le sujet, ça met ces gens-là à la défensive pour un jour les faire reculer et les battre. Et donc, on a oublié plein de choses dans l'histoire, et c'est pas nouveau, sauf qu'à l'époque, le capitalisme, c'était le capitalisme de papa. Mais aujourd'hui, c'est le capitalisme sans rivage, libéral. Alors, Henry Ford, constructeur automobile bien connu, du début du siècle dernier, qui a d'ailleurs fricoté un peu avec les nazis, un temps, avait écrit au début du XXe siècle la chose suivante. C'est une assez bonne chose que le peuple de la nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire. Car s'il était conscient de comment les choses fonctionnent, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Sacré visionnaire. Et puis, en 1920, Sir Josiah Stamp, directeur de la Banque d'Angleterre, deuxième fortune du pays à l'époque, écrivait la chose suivante. Le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien. C'est ce qui se passe plus que jamais aujourd'hui. Ce processus est peut-être le tour de dextérité le plus étonnant qui fut jamais inventé. Les banquiers possèdent la terre. Prenez-la leur, prenez-leur la terre. Mais laissez-leur le pouvoir de créer l'argent et en un tour de main, ils créeront assez d'argent pour la rajouter. Ôtez-leur ce pouvoir. Ôtez-leur ce pouvoir. Et toutes les grandes fortunes comme la mienne, puisqu'il était la deuxième fortune d'Angleterre, disparaîtront. Et ce serait bénéfique car nous aurions alors un monde meilleur et plus heureux. Fin de citation. Eh bien, si on prend au mot ce qu'a dit Henry Ford et Josiah Stamp, on se dit que Sans domicile fisc, le livre, est peut-être une des premières réponses pour ouvrir un champ d'espérance et de changement au profit d'une humanité pacifique, fraternelle et humaine que tous ensemble nous allons léguer à nos petits-enfants. Merci. On a un petit 3/4 d'heure, demi-heure devant nous, parce que s'il y a encore quelques bouquins à signer, sauf ceux qui veulent les rendre, ils n'ont pas le moyen d'aller à la pharmacie. La discussion est ouverte, vous avez compris, ne perdez pas de temps. J'aurais une petite question, parce que je pense avoir la réponse, mais je la pose quand même. Ça fonctionne ?
Les mecs, ils devraient savoir. Donc, vous parliez tout à l'heure de la bourse. Alors, je pense que j'ai la réponse, mais je préférais que vous confirmiez la chose. Dans l'argent qu'on parle à la bourse, pour moi, c'est du virtuel. Est-ce que c'est vraiment de l'argent ou est-ce que c'est vraiment c'est des chiffres sur un écran? On va prendre plusieurs questions. Oui. Ça permettra de commencer les réponses. Éventuellement, vous pouvez vous présenter si vous le souhaitez. Oui, Jean-Jacques Cabot. J'ai entendu dire que vous boycottiez Starbucks, mais apparemment, vous ne boycottez pas Apple. Non. Mais j'ai une idée pour votre prochain livre. Parce que, à mon sens, votre combat, ça ne mènera à rien parce que vous n'avez pas les moyens de le combattre. Par contre, un paradis fiscal qui existe en France et qui me révolte particulièrement, c'est l'Assemblée nationale. Où quand les députés, pour cacher leur turpitude, ont en peu de temps voté 2 amnisties générales, où certains députés, comme M. Uroas, l'actuel ministre de la Justice, se payent des appartements avec sa réserve parlementaire, et que c'est légal, certes, il a besoin de s'héberger quand il est à Paris. Mais une fois qu'il n'est plus député, il garde son appartement, il met l'argent dans sa poche. Et là, c'est super bonus. Il n'y a même pas de fiscalité. C'est tout in the pocket. Et dans le livre qui était sur lui, qui s'appelle Les pilleurs de la République, je crois. Pire d'État. Le journaliste qui a écrit ce livre-là insiste bien sur le fait que M. Roas est un des moins pourris de la bande. Voilà. Je peux aussi ajouter, si on sait que les employés de l'Assemblée nationale gagnent environ 3 500 € par mois, c'est ce qui a été donné dernièrement, et que vous payez le café 0,60 et la bière 0,80, le différentiel, c'est quand même payé par les citoyens. Donc je veux dire, vous luttez contre la corruption, et au départ, vous apercevez même plus que vous acceptez la corruption journalière. Et j'ai rien contre vous. Non. Merci pour votre exposé qui était clair et agréable à écouter. Vous l'avez évoqué à un moment, c'est vrai que samedi dernier, au marché du centre-ville à Quimper, avec un collectif d'associations, de partis politiques et de syndicats, on a fait un petit happening à la BNP. On a organisé l'implantation d'un hôpital de campagne, on était costumés en blouse blanche, il y avait la presse qui était là, enfin bref, on a fait un petit peu le buzz. Et puis, il se trouve que la BNP a peu apprécié que, bien que ce soit au blanc meudon et non pas avec une peinture blanche indélébile, et bien qu'on mette sur sa façade évasion fiscale, etc. Et les flics sont venus, et au petit bonheur la chance, dans les quelques militants qui restaient là, ils ont fait des contrôles d'identité. Donc j'imagine, alors on a su après le lendemain que par le télégramme, la presse locale, que la BNP portait plainte. J'imagine qu'il va sans doute y avoir un procès qui va se dérouler à Quimper. Il se trouve qu'ici à Quimper, on a un tribunal correctionnel. Est-ce qu'il serait possible que vous veniez en tant qu'expert témoigner lors de ce procès pour voilà, défendre les militants, et puis peut-être aussi que les gens qui sont ici, très nombreux, pourront aussi venir témoigner, en tout cas soutenir les quelques militants qui risquent d'être traînés devant les tribunaux. Voilà, merci. Juste en tant que participant, je serai évidemment témoin et soutien. Personne. Oui, je vous ai entendu dire donc qu'il fallait porter la connaissance. C'est tout ce que vous venez de développer. Est-ce que vous êtes invité parfois, et parfois pour moi c'est largement insuffisant, dans les lycées? Est-ce que vous portez la connaissance dans les établissements scolaires? Je parle de lycée parce que les jeunes, pour la plupart d'entre eux, ignorent sans doute comme nous, plus âgés, tout ce que vous venez de décrire. Et le combat humaniste, effectivement, commence par la jeunesse. Et porter la connaissance dans les lycées me paraît extrêmement urgent. On parle aujourd'hui beaucoup d'état d'urgence et de terrorisme,
eh bien, vous venez de nous décrire une forme de terrorisme qui nécessite un état d'urgence. Et j'ajouterais pour finir, quand vous dites fort justement que partout, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans tous les lieux publics et ailleurs, on doit effectivement se poser la question d'où vient l'argent. Parce qu'il serait très intéressant de vérifier effectivement d'où vient l'argent quand on voit, je ne sais pas comment il faut appeler cela, je ne suis pas un spécialiste, mais les chaînes dans le sens donc de, comment dirais-je, enfin disons, les hôpitaux, les cliniques privées, etc., des formes donc qui concernent le système de santé, et parfois on s'interroge et l'interrogation devrait effectivement aller plus loin. Et dans le système de santé, il y a de nombreuses questions qui ont un lien avec donc cet argent sale dont vous parlez et qui apparaît ensuite, je n'évoque pas par exemple, mais on pourrait le faire aussi, vous avez parlé donc des dons d'organes, etc., du système donc qui concerne le sang. Merci. Je vais essayer de faire le temps. Il y a 5 ans, François Hollande a fait un discours au Bourget. Il y a 5 ans, François Hollande a fait un discours au Bourget où il a clamé haut et fort qu'il allait faire la guerre à la finance. Je pense que ça a été un des déclics qui a permis qu'il soit élu. Est-ce qu'il y a eu une seule mesure du quinquennat qui ait permis de faire légèrement frémir la finance? Voilà. Une toute petite. Alors, plusieurs questions. Oui, alors sur le discours du Bourget, effectivement, magnifique discours que nous serions nombreux à pouvoir signer aujourd'hui, qui garde toute son actualité. Le fameux discours, on avait ça sur le monde de la finance, il n'a pas de nom, pas de visage, pour démontrer que si, il y a des noms, il y a des visages. Il avait aussi dit dans ce discours qu'il séparerait les activités bancaires pour casser le modèle de la banque dite universelle, défendue par les banquiers, bien sûr, parce qu'on nous dit que ça contribue au financement de l'économie. Vaste blague. Il y a une partie, effectivement, qui sert à l'économie réelle, mais on l'a rappelé, il y a une très grande partie, très majoritaire, qui sert à la spéculation. Eux, ils appellent ça l'investissement, mais c'est de la spéculation. Or, Hollande avait annoncé qu'une loi serait votée pour séparer les activités bancaires. Cette loi a été votée en juillet 2013, mais elle n'a rien séparé, au dire même des dirigeants des banques concernées. Je me souviens de l'audition de Frédéric Oudéa, le PDG de la Société Générale, auditionné par la Commission des Finances dans les mois qui précédaient l'adoption de cette loi, consultation avec les banquiers, et il a dit aux députés, tout à fait médusés d'entendre ce qu'ils allaient entendre, mais messieurs les députés, votre loi, vous savez, telle qu'elle est conçue là, elle va séparer à peine 2% de mon activité. Les députés ont écarquillé les yeux, et c'était malheureusement vrai, et c'est cette loi-là qui a été votée. Voilà, donc pas grand-chose. Il avait annoncé aussi qu'il interdirait aux banques françaises de détenir des filiales dans les paradis fiscaux. Vous pourrez regarder, vérifier, interdiction. Le rapport d'Oxfam la semaine dernière nous démontre que ça continue de plus belle. Donc non, et les petites choses qui ont pu être faites, c'est en réaction au scandale Cahuzac. Le parquet national financier a été créé parce qu'il y a eu Cahuzac. Et parce qu'il y a eu Mediapart, il faut le dire, les lanceurs d'alerte, et Mediapart, qui ont été traînés dans la boue par les bien-pensants, c'est pas du journalisme ce que vous faites. Puis quand l'affaire a éclaté, on les a plus entendus, les donneurs de leçons. S'il n'y a pas Mediapart, il n'y a pas Cahuzac. Voilà. Et s'il n'y a pas Cahuzac, il n'y a pas le parquet national financier qui commence un peu aujourd'hui à poursuivre les tricheurs, un peu, avec les moyens qu'ils ont. Des moyens qui ont déjà été réduits depuis 2013, d'ailleurs, en termes d'inspecteurs et contrôleurs. Donc c'est toujours en réaction, on n'est pas en anticipation, et je crois que l'ampleur du bilan qu'on fait montre bien que si on n'est pas proactif, comme on dit, on va toujours courir derrière, et eux courent plus vite que nous, faut pas se mentir. Donc non, le discours du Bourget, c'est un beau discours, ça n'est resté qu'un beau discours, écrit, je crois, par M. Aquilino Morel,
qui se faisait cirer les pompes en son temps. Ça, c'est pour l'anecdote. Non, tout reste à faire, faut pas se mentir, de belles paroles, mais pas d'engagement, et c'est l'un des grands échecs de ce quinquennat, avec d'autres, malheureusement. La bourse, est-ce que la bourse est virtuelle? Alors, j'ai eu la chance de visiter Euronext la semaine dernière, à la Défense, dans une magnifique tour. Alors, Euronext, c'est la fusion des bourses d'Amsterdam, Lisbonne, Paris et Bruxelles, je crois. Hein. Donc, j'ai visité la salle de contrôle des marchés, avec tous ces écrans, les courbes, bleu, rouge, jaune, machin. On ne comprend pas tout, on m'a expliqué un peu. Donc, il y a une partie d'économie réelle. Il y a des investisseurs, des gens qui ont des sous, et il y a des gens qui cherchent des financements. C'est vrai. Donc ils mettent en rapport, c'est l'une de leurs fonctions, mettre en rapport l'investisseur qui cherche à placer et l'entreprise qui cherche à développer parce qu'elle a un projet. C'est une petite partie de la bourse. Mais ils m'ont quand même dit que dans leur activité, il y avait un tiers de l'activité qui était du trading. C'est-à-dire les affaires pour les affaires, l'argent pour l'argent. Donc vous voyez, il y a déjà eu une évolution. À l'origine, la bourse, c'était ça. Hein. Une entreprise veut se développer. Les chemins de fer au XIXe siècle, on a fait appel à des investisseurs. On mettait en lien des sous et un projet. C'est beaucoup moins ça aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Alors, après, quant à la bourse de Londres, les grosses machines qui sont, comme l'a rappelé Alain, à Basildon, dans la banlieue est de Londres, à 40 km de la City, pour être plus près de la City. Parce que le temps, c'est de l'argent, et si on gagne 3 picosecondes, on gagne des millions. Ça se joue comme ça. C'est pour ça que les machines sont dans la bourse, sont dans la banlieue de Londres, plus près de la City, le cœur de la machine. Voilà. Donc la bourse, oui, en partie réelle, l'activité, mais de moins en moins, et c'est business, quoi. On le voit bien. Sur les lycées, non, on n'est jamais intervenu en lycée, on n'a jamais été invité. Alors je me demande si s'adresser à des élèves mineurs ne poserait pas un problème, du point de vue du droit, je ne sais pas. Hein. On est allé à Sciences Po, à Toulouse, à Bordeaux, on a vu des étudiants. Hein. Voilà, à Grenoble également. Lycée, on n'a jamais été sollicité. Si on l'était, bien sûr qu'on répondrait, sans problème. Mais ça ne s'est pas produit encore. Mais c'est vrai, vous avez raison, parce que l'économie qu'on enseigne aux jeunes dans les lycées, c'est celle qu'on nous sert tous les jours au JT de 20h. Hein. D'abord, il y a eu une évolution dans les termes. Il y a 40 ans, on parlait d'économie politique. Et maintenant, on enseigne des sciences économiques. C'est-à-dire que les sciences, c'est incontestable. 1 plus 1, ça fait 2. Hein. Et vous voyez l'évolution, économie politique, c'est-à-dire qu'il y a un choix fait par des gens. L'économie, c'est des choix aussi. Mais on nous dit non, c'est une science incontournable. François Langlais, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, je vais en parler maintenant, c'est notre ami, François Langlais. Et il dit que 1 plus 1, ça fait 2. Mais chez les financiers, 1 plus 1, ça peut faire 3, voire plus. Bon, voilà. Donc, les lycées. Alors oui, François Langlais, une petite parenthèse là-dessus. Avec ce bouquin, nous sommes voisins, non pas de palier, mais de table ou d'étagères dans les librairies depuis quelques mois. Avec monsieur François Langlais qui a publié un bouquin dont le titre est, accrochez-vous, « Tant pis, nos enfants paieront ». C'est certifié, j'ai acheté le bouquin. Tout un programme. Il fait partie de ceux qui expliquent qu'il n'y a plus de sous, que la France n'a plus les moyens de son modèle social, qu'il faut accepter donc de travailler jusqu'à 75 ans, 50 heures par semaine, bref, retour au 19e. Je caricature à peine. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Et puis nous, on dit, tiens, c'est marrant. Ils expliquent, M. Langlais et d'autres, que le bébé qui est né aujourd'hui, il a 31 000 € de dette sur sa tête. Il n'en sait rien, hein, parce qu'il n'a pas saigné sa première couche, que déjà il est endetté, malheureusement. Il commence avec des boulets aux pieds, sa vie. Et à cause de qui? À cause de ses parents, de ses grands-parents, qui ont voulu la retraite à 60 ans, les 35 heures, les congés payés, l'accès à l'école publique, l'accès à la santé, enfin, ça suffit. On n'a plus les moyens, messieurs, dames, c'est fini. Votre petit-fils ou petite-fille est endetté à cause de vous, sachez-le. Donc maintenant, il faut payer. Et puis nous, dans le bouquin, on dit qu'il y a 80 milliards d'euros d'évasion fiscale chaque année en France. Et il y a 800 000 naissances. Donc voilà une division que même Alain Bocquet sait faire. 80 milliards divisé par 800 000, ça fait 100 000 € de crédit sur la tête du bébé. Donc on fait un relevé de compte. Solde créditeur, 69 000 €, puisqu'il y a 31 000 en débit, et 100 000 en crédit. Ça fait 69 000 € de crédit pour le bébé qui va naître, là, dans quelques instants, ici, dans cette vie. Ben, si on dit ça, on change tout. Hein. Si on dit ça, c'est fini, la dette, c'est terminé, on n'en parle plus. Alors, évidemment, c'est facile dans les paroles, mais quand même, si on s'attaque à ça, il y a un sacré enjeu, hein, pour changer la société et permettre au bébé de payer son école, sa santé, sa culture, ses vacances, etc., etc. Et on nous assène ça depuis 3 décennies, 4 décennies, 40 ans que ça dure, hein, en gros. Il y a eu un tournant dans les années 80, on en reparlera peut-être. Alors, on a fait ça avec les gens. On culpabilise les gens, et on a aussi fait ça avec les États.
les États sont endettés. Donc les États doivent payer leurs dettes. Ils sont redevables. Vous êtes débiteur, il faut payer, monsieur, vous me devez de l'argent. Et qui est-ce qui dit ça? C'est les marchés financiers qui disent ça aux États. Parce que jusqu'en 1973, c'est la Banque de France qui finançait l'État français à 0%. Et puis à l'époque, les grands dirigeants du monde, en France c'était Pompidou, ex-Rothschild, déjà, Giscard, ministre des Finances, ont décidé avec tous leurs copains, c'est fini maintenant, il ne faut plus que la Banque de France finance l'État français parce que ça génère de l'inflation. C'est ce qu'on a expliqué au bon peuple. Hein, ça va rogner vos économies. Ça va surtout rogner les profits des capitalistes. Hein. Et donc désormais les États se financeront sur les marchés financiers. Alors les marchés financiers, qui c'est? On en entend parler tous les jours à la radio, quand on mange son petit déjeuner. Les marchés sont rassurés, les marchés sont inquiets, les marchés sont contents, les marchés. Et qui c'est ces mecs-là? C'est pas genre de marché. C'est les fonds d'investissement, c'est les banques, c'est les assureurs, c'est les fonds de pension qui ont des milliards à placer et qui veulent, eux, que ça fructifie, mais sans passer par la case travail et investissement. Ils veulent que ça rapporte du fric. Donc on prête aux États, on achète de la dette d'État. On fait de l'argent avec de la dette. C'est comme ça que ça marche. Garantie. L'an dernier, dans le budget de la France, 370 milliards de dépenses, l'État français, nous, on a remboursé 45 milliards d'euros d'intérêts au marché financier. Dans le projet de loi de finances 2017 qui a été voté, là, on prévoit 41,5 milliards d'euros d'intérêts. C'est inscrit, c'est la deuxième dépense du budget de la France après l'éducation encore, pour l'instant. Deuxième poste, c'est les remboursements des intérêts de la dette. Alors on va se dire, mais on ne va plus emprunter, c'est plus possible. Mais si. Si, allez-y. On a réemprunté la France l'an dernier 185 milliards d'euros. Il n'a pas fallu pleurer, hein. On les a eus très facilement parce qu'on a une bonne signature. On est crédible, au sens premier du terme. Ils savent qu'ils vont être remboursés. C'est nous tous qui allons payer. Autrement dit, si je résume, eux, les marchés financiers, sont dans la rente à perpétuité, et nous, dans la dette perpétuelle. Et au nom de la dette, on nous dit que on ne peut plus vivre comme avant. Il n'y a plus d'argent, c'est plus possible. Cette dette, c'est une construction. C'est une construction, c'est une arme de destruction massive des aspirations des peuples et des États asservis. Parce que c'est celui qui détient votre dette qui vous tient. Un copain m'a dit un jour, si tu dois 3 000 euros à ta banque, c'est la banque qui te tient. Si tu lui dois 10 millions, c'est toi qui la tiens. Voilà ce qui s'est passé. Et ça, c'est les années 70, hein, plus l'ultralibéralisme débridé dans les années 80, dérégulation, financiarisation, privatisation, Reagan, Thatcher, États-Unis, Royaume-Uni, et puis voilà, et depuis, on n'est pas sorti de ce cycle-là. Le libéralisme veut reconquérir ce qu'il a dû lâcher les 30 années d'après-guerre, compte tenu d'un rapport de force qui leur était défavorable. En France, en Europe et dans le monde. On ne va pas regretter l'ex-URSS, mais il y avait autre chose dans le monde, il n'avait pas toute la place. Après la chute du mur de Berlin, ils se sont dit, youpi, le monde nous appartient, on y va, on va reconquérir tout ce qu'on a dû lâcher. Plus l'affaiblissement des syndicats, de la gauche, de transformation en France et ailleurs et en Europe, tout ça a fait qu'ils ont effectivement reconquis du terrain. On n'est pas au bout, hein. On est entré dans une nouvelle phase, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc on est en phase de ça, on est à cette phase-là de l'histoire du développement du nouveau capitalisme. Voilà. Bien, on va s'organiser de telle manière qu'on puisse vous satisfaire tout en vous frustrant. Sur le sujet que vient d'aborder Eric, parce qu'il ne nous reste pas assez de temps, mais je ne vais pas esquiver deux questions. Il faut quand même qu'on soit conscient qu'on a perdu une grande bataille. Pour les gens qui ont une pensée semblable à la mienne, politique, il faut qu'on se mette dans la tête qu'effectivement, Warren Buffett, qui n'a rien à voir avec la famille de Marie-Georges, a déclaré il y a une dizaine d'années, en répondant à un journaliste américain, « La guerre des classes, ça existe, et c'est ma classe, celle des riches, qui est en train de la gagner. » Reconnaissons que nous étions en première division, on faisait la Ligue des champions européens, et qu'on est tombé en 4e division. Alors, oui, parce que c'est ce qu'il dit.
Alors évidemment, on peut se dire c'est terminé, tant pis, hein, on restera en amateur. Mais on peut dire, on va repartir parce que, quand même, pour les enjeux que j'ai évoqués, ça vaut le coup de remonter en première division. Alors il faut qu'on réfléchisse, qu'on pense, qu'on connaisse, et puis qu'on regagne le terrain perdu. Voilà pour la chose que je voulais dire. Ensuite, je ne vais pas esquiver la question non pas d'un député, mais des députés, et de l'Assemblée nationale. Je peux vous en parler en connaissance de cause, je suis le plus ancien. Je vais quitter l'Assemblée nationale en juin prochain, 9 législatures, 39 années de député, 5 présidents de la République que j'ai usés, 24 gouvernements, 720 ministres, 16 premiers ministres, 12 présidents de l'Assemblée nationale. Et je suis toujours là. Donc, il y a effectivement des choses qui posent question et qui sont utilisées et qu'il faut clarifier. Globalement, il y a eu des avantages qui ont été conquis, y compris par les syndicats CGT, du personnel que je connais bien, qui maintenant se voient face à la privatisation de plein de services de l'Assemblée nationale. Attention à ce qu'on dit et ce qu'on répète. Mais nous sommes, comme pour les paradis fiscaux, dans des campagnes, comme d'ailleurs pour la présidentielle, où, fidèle au vieux proverbe chinois, quand le sage lève le doigt pour montrer la lune, l'imbécile regarde le doigt. Parce que, effectivement, il faut clarifier partout, et ces scandales qui ont été révélés dans la campagne des élections, je partage la critique, et je suis le premier à protester, mais ça retombe sur toute la dimension de ce qu'on appelle, j'en suis pas, la classe politique. Parce qu'après, je vais me permettre de ne pas répondre à vos questions, on va lui laisser finir par la Silicon Valley. C'est le roi de la Silicon Valley. Donc, et le lien sera fait. On veut tuer la politique. Depuis des années, on l'a fogilisée, druckérisée. Pour moi, la politique, c'est quelque chose de noble. C'est le dernier outil que possède chacun citoyen pour peser sur les choix de la société et sur sa vie. Et si on tue la politique, ce qui est en train de se faire depuis des années et qu'on n'a pas vu arriver, mais lui, il va vous donner la réponse, qui va vous foutre du blues. Bonjour les antidépresseurs. 2 boîtes. Eh ben, on est mort. Et tout ça est fait à dessein. Parce que c'est plus facile de parler de Pénélope, des filles de Leroux, des costumes de Fillon, que de faire un débat à l'Assemblée nationale avec nous deux, par exemple, et d'autres lanceurs d'alerte et autres, avec tous ces candidats pour leur parler de l'évasion fiscale et de l'argent qui est nécessaire pour changer cette société. Eux, ils sont en train de nous prôner la baisse des impôts, plus d'impôts, comme Trump qui fait passer de 35 à 15 pour faire des États-Unis un paradis fiscal. Ils veulent faire du monde entier un paradis fiscal pour les riches et un enfer social pour tous les autres. C'est ça l'enjeu. Donc, ne nous trompons pas de combat, soyons sévères. Moi, je n'ai pas fait d'enrichissement personnel, en plus, nous, on verse à notre parti, ça c'est notre sauce. Hein. Mais ne nous trompons pas, faisons attention que les gens qu'on nous met en cible, c'est pour nous détourner de la vraie cible. Et nous, avec Sans Domicile 6, je crois qu'on a pris la vraie cible, et on ne va pas la lâcher. Hein. Même si on finit dans le béton, hein, on ne va pas la lâcher. Parce que, en privé, que nous disent les autres députés, hein, ou sénateurs, quand ils montent au créneau contre les banquiers, on lui dit, t'as du courage, heureusement qu'il y a des gens comme toi, Eric, des mecs de droite, des socialistes, parce que eux, les pleutres, hein, le pays des pleutres, ils ne sont pas là au combat. Nous, on est de cette fibre-là, et on est des Nordiques, et comme les Bretons, on tient bon, c'est du rock, et on va tenir bon. Voilà, je voulais quand même le dire. Non, on va pas avoir le temps de débattre, on en débattra plus tard, parce que si on veut signer quelques bouquins, mais le débat est ouvert. De toute façon, je vous promets, s'ils sont d'accord pour nous accueillir, on a été très bien accueillis, hein, pour venir à la fête de l'UMA de Bretagne, on peut vous faire un bon débat le samedi après-midi, pas que nous deux, parce que vous les avez déjà vus, hein, mais avec d'autres partenaires qui ont écrit le bouquin, avec le bouquin avec nous, qui peuvent peut-être approfondir pour toute la Bretagne et au-delà ces sujets-là. On aura plus de temps, et après on boira une bonne bière. J'ai vu qu'il y avait de la bière de Bretagne, je veux la goûter, donc nous reviendrons. Maintenant, je vais vous proposer de terminer avec mon frère. Un mot quand même pour dire qu'on fait une expérience de frère formidable.
un jour, parce que dans le journal, ils ont mis que c'était le cadet, moi. Je suis pas le cadet. Il y a 11 ans et demi de différence et je suis plus ancien. D'accord? Lui, j'ai quitté la maison à 19 ans, lui, il en avait 7 et demi. Évidemment, on n'avait pas les mêmes jeux à l'époque. Hein. On n'allait pas dans les mêmes boîtes. D'accord? Bon, mais on s'est retrouvés, on fait une expérience fraternelle formidable. Ça donne aussi du peps. Je rappelle que l'éditeur ne voulait pas mettre les frères Bocquet. Hein, il dit, ouais, mais pas. Je dis, tu vas mettre les frères Bocquet, donc on va déposer la marque à l'INPI. Et si je vous vois avec un t-shirt des frères Bocquet, je demande des royalties, évidemment. Hein, voilà. Voilà pour la petite mot. Il va terminer par la Silicon Valley, en quelques mots, parce qu'il est 37, et si on veut signer 4-5 bouquins avant de partir, on va partir un peu comme des voleurs, ça se fait pas, mais comprenez qu'on ne veut pas louper l'avion, parce que demain, notre réunion, on n'est pas sur le fil en train de sécher. Voilà, merci. C'est un sujet qu'on évoque systématiquement, même quand la question n'est pas posée. Désolé de vous imposer la réponse, parce qu'on répond même aux questions qu'on ne nous pose pas. Voilà. Contrairement à certains. Et effectivement, j'ai fait un déplacement dans la Silicon Valley l'an dernier, il y a 1 an exactement, avec la commission des finances du Sénat. On était donc plusieurs sénateurs de la commission, 5 ou 6 de toutes les sensibilités. Et le sujet du déplacement, c'était pas du tourisme, c'était réfléchir à la fiscalité du numérique. La nouvelle dimension de l'économie, l'ubérisation, vous connaissez tout ça, c'est en plein développement, mais on n'a pas l'outil fiscal en face aujourd'hui. Hein. Ce matin, on visitait les fonderies là, à Lorient, les pièces sont produites là, à Lorient, les salariés sont là, les bénéfices sont là, ils sont taxés là. Mais Google, c'est où? Starbucks, c'est où? Ils gagnent de l'argent partout, ils payent d'impôts nulle part, quasiment. Donc il faut inventer quelque chose. Il faut que les États inventent un système pour récupérer l'impôt sur la richesse créée par ces groupes. Et donc on est allé chez tous, ce qu'on appelle les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, on est allé chez Airbnb, Uber, tous, on les a tous faits. On devait donc aborder ces sujets fiscaux, délicats hein, aux États-Unis, très diplomatiquement, très courtoisement, les questions sont en général éludées dès qu'on aborde ces questions-là. J'ai quand même réussi à poser une question un peu impertinente, politiquement incorrecte. J'étais un peu le mauvais gars de l'équipe, le coco de service, hein, celui qui pose des questions qui grattent un peu. Donc il y avait chez Uber, on était chez Uber à San Francisco, il y avait le responsable financier devant nous. Je dis, monsieur, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question politiquement incorrecte? Le gars un peu interloqué, il répond oui, bien sûr, monsieur le sénateur. Il dit, est-ce que le groupe Uber aurait, de près ou de loin, un rapport avec les Bermudes? Il hésite 10 secondes et puis il me répond oui. Et on est passé à la question suivante, aussi simplement que ça. Donc les Bermudes, hein, vous savez que Uber voilà, gagne son argent aux États-Unis, pas seulement, transfère ça à sa holding aux Pays-Bas et ensuite c'est transféré aux Bermudes où il n'y a pas d'impôt. Hein, c'est le nouveau triangle des Bermudes, façon 21e siècle si vous voulez. Voilà. C'est le seul endroit où j'ai réussi à poser une question fiscale. Après, on a visité les campus. Hein. Ce ne sont pas des entreprises, ce sont des campus américaines. Google, tout est propre, nickel. Facebook, pareil, vous croisez des gens en short, en sandalettes, en t-shirt, avec l'ordinateur sous le bras, portable. Les gars, ils sont assis sur des canapés, jambes allongées. Mais ils travaillent, les gars. Oui, il est en train de réfléchir, de concevoir des algorithmes. C'est des gens très intelligents, très qualifiés. Hein. Il y a même parmi eux beaucoup de polytechniciens, d'ailleurs. Beaucoup, parce qu'ils sont bons. On produit des ingénieurs de qualité. Donc ils travaillent, voilà, on visite tout ça, très sympathique, très propre. Et on arrive chez Facebook. Facebook, vous connaissez tous Facebook. Hein. On entre dans les locaux. Facebook, c'est 1,6 milliard d'abonnés l'an dernier. 1,8 milliard en ce début d'année. Objectif 2017, 2 milliards d'abonnés. Sur 7 milliards d'humains. Bon, déjà, il y a 4 milliards d'humains qui n'ont pas accès à l'Internet. Mais Google est en train de réfléchir à implanter, à envoyer dans la stratosphère des sondes qui permettront à tout humain, en tout point du globe, d'être connecté, parce que l'homme connecté, c'est l'avenir. Je préciserai pourquoi après. Donc on passe chez Google et bien on rentre dans une pièce où il y a la map monde, avec toutes les connexions en temps réel des abonnés de Facebook. Et je passe devant ce globe, il y a 1,60 milliard de personnes connectées. C'est Facebook. Au moment où je passe devant ce globe, alors là, vous prenez conscience de la puissance de ces groupes. C'est énorme, c'est gigantesque, et c'est encore en train de se développer. Alors, il faut savoir que les GAFA, on les appelle comme ça, détiennent 80% des informations sur l'humanité, sur les individus que nous sommes.
Quand on fait une recherche Internet, quand on met une photo sur Facebook, quand on envoie un tweet, on envoie un mail, tout ça c'est de l'information qu'on donne sur nous-mêmes, sur nos goûts, sur nos penchants, sur nos centres d'intérêt, sur notre consommation. Voilà, ils savent tout. 80%. Plus efficace que la Stasi de l'ancienne RDA. Hein. Ah ouais, beaucoup plus efficace. La Stasi, c'était 500 000 fonctionnaires, 200 000 indicateurs dans le pays sur 10 millions d'habitants. Eux, c'est l'humanité complète. L'humanité complète. Objectif, c'est que toute l'humanité soit connectée, contrôlable, maîtrisée. Et Facebook transforme ça, ces données, il les transforme en argent, puisque ça devient de la pub. Deuxième opérateur publicitaire du monde, Facebook. Hein? Donc, vous faites une recherche, je sais pas, sur un week-end programmé en Tunisie, paf, le lendemain, vous voyez surgir sur votre écran, proposition du week-end à Djerba, vous n'avez rien demandé, mais eux savent. Monsieur s'intéresse, on lui envoie une pub. C'est payant. Voilà. Et donc, ils ne payent pas beaucoup d'impôts, tous ces groupes. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne payent pas beaucoup d'impôts, on l'a vu. Et leur vision du monde, elle est différente de la nôtre. Ils veulent un monde sans État. Un monde sans impôts, c'est un monde sans État, parce que les États, du point de vue de ces multinationales, ça réglemente, ça légifère, ça contrôle, et puis, surtout, ça lève l'impôt. C'est insupportable. Et puis, vous voyez, ces politiques, ils ne sont pas très efficaces, quand même. Nous, multinationales, on va gérer le monde autrement que vous, beaucoup plus efficacement. Hein. Regardez, moi, j'invente la voiture sans chauffeur, là. Moi, Google. Là. Alors, je demande à mon fils qui vit là-bas, je me dis, en quoi la voiture sans chauffeur constitue un progrès fulgurant de l'humanité? Mais il dit, le gars qui sera, ou la femme qui sera assise dans cette voiture sans chauffeur aura tout son temps pour être connecté plus longtemps. Et oui, regardez ce qui se passe dans le train, dans le métro, dans la rue, partout. Dès l'âge de 11, 12, 13 ans, qu'est-ce qu'ils ont à la main? Ils sont connectés. Des milliards sur la planète sont connectés, pour les raisons que je viens de dire. On produit de la richesse et on donne ces informations gratuitement, bénévolement, et c'est très ludique en plus. Hein. Je ne dis pas qu'il faut mettre ça à la poubelle, hein. C'est pas ça mon propos. Mais à mon retour de ce séjour, parce que la vision du monde de ces groupes, je vous dis, c'est un monde sans État. C'est 50 multinationales et 7 milliards d'humains, et entre deux, rien. Rien. Donc s'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de choix, puisqu'il y a un système, puisqu'il y a une pensée. Le monde n'est pas terrible, mais il n'y a pas autre chose. Regardez, il y en a qui ont essayé, ça s'est cassé la figure. Ça ne marche pas. Il faut faire ce qu'on a. Et nous, on va gérer le monde beaucoup plus efficacement, vous allez voir. Ça va être mieux. Donc ils ont l'argent, ne payent pas d'impôts. Donc ceux qui combattent l'impôt sont les mêmes qui ne veulent pas d'État. Et à mon retour de ce séjour, j'ai lu un bouquin, j'ai appris l'existence d'un bouquin qui s'intitule « L'homme nu ». J'en ai entendu parler à France Inter. Marc Duguin, Christophe Labbé. Alors l'homme nu, c'est pas très parlant, mais le sous-titre est tout à fait édifiant. « La dictature invisible du numérique ». Je vous invite à lire ce bouquin. Autant le bouquin de François Langlais, vous pouvez le laisser sur l'étagère, autant ce bouquin-là, il faut le lire. Et vous allez comprendre ce qui est en train de se passer, vous voyez. Et si on a démonétisé la politique qui ne sert plus à rien, c'est aussi pour ça, pour laisser toute la place à ces multinationales, au tout marché, le vieux rêve du capitalisme, le tout marchand, tout doit s'acheter. Mon fils vit en Californie, il vient de scolariser ses 2 gamines dans une école, 5 ans, 3 ans, $30 000. Donc si on a de l'argent, ça marche. Hein. Et autrement, comment on fait? Ici, on scolarise gratuitement. Voilà. Donc on est en face de ça. Alors je ne dis pas que c'est acheté à la poubelle, encore une fois, hein, je ne veux pas passer pour un ringard rétrograde, mais si on n'est pas de démocratie et de transparence, là-dedans aussi, comme dans l'évasion fiscale, il y a de gros dangers devant nous. Avec Trump notamment aux commandes et d'autres. Hein. Voilà. Voilà, merci à tous. On va signer les derniers livres et on reviendra. Petit instant, merci donc encore une dernière fois à vous tous.